Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Merci à tous pour votre présence, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de marketing. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de marketing sur le podcast. Donc, on va parler un petit peu de la manière dont on peut réconcilier le marketing et le business, notamment dans le secteur industriel. Donc, l'idée, c'est d'aborder des sujets qui parfois peuvent être des sujets qui fâchent. Donc, n'hésitez pas à intervenir. J'ai un petit lag entre le moment où vous allez poser des commentaires, poser des questions pendant le live et le moment où je vais les recevoir. Ça, c'est dû un petit peu à la technique. Je suis désolé, j'arrive pas à résoudre ce petit décalage, mais j'essaierai de traiter vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et on essaye de les prendre au fur et à mesure du live. Donc, on rentre dans le vif du sujet directement et donc on va parler un peu de la manière de générer des leads. Alors, j'ai volontairement choisi un titre un peu racoleur puisque j'ai parlé de multiplier par 3 les leads qualifiés sans recruter, sans changer de stack, sans budget. En fait, ce que je voulais par là, c'était quand même faire comprendre qu'on a un... C'était de faire comprendre qu'on a un sujet de... Ah, je crois que j'ai du lag, ça y est, ça recommence. Est-ce que vous me recevez ou est-ce que j'ai bugué ? Je suis de retour. Voilà, ça a l'air d'être bon. Bon, ça a un peu bugué. Donc voilà, je disais qu'on a besoin de réconcilier le marketing et les ventes, et on a besoin d'avoir un marketing qui soit le plus opérationnel possible. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager un peu quelques bonnes pratiques, quelques façons de travailler qui peuvent permettre Donc ça fonctionne 5 sur 5, c'est bon. Merci. Merci, qui peuvent permettre d'avancer sur ces sujets marketing. Allez, cette fois-ci, on y va. Réconcilier marketing et vente quand on est dans le secteur industriel. Comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut procéder pour que ça fonctionne et qu'on puisse avoir les choses qui font sens, quoi. Donc, on est un peu à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, quand on parle de marketing industriel, il faut quand même avoir en tête un certain nombre de signaux et de choses qui ont quand même beaucoup bougé ces dernières années. La première chose, c'est qu'il y a des signaux faibles, ce qu'on appelait des signaux faibles, qui sont devenus quasiment, on va dire, des signaux aujourd'hui massifs. Ce n'est plus des signaux faibles. Déjà, le premier sujet, c'est que le marketing est confronté à une baisse du trafic. Vous avez globalement... et ça, c'est valable pour tous les sites web, notamment pour les sites qui faisaient beaucoup de contenu. Vous avez globalement un trafic qui est en baisse. Et ça, on le constate sur tous les sites Internet. Tous les sites qui avaient beaucoup de trafic ont vu leur trafic diminuer. C'est dû à tout un tas de raisons. La première raison, c'est que Google va avoir tendance à essayer de garder chez lui le trafic. Les plateformes vont avoir la même stratégie, donc on a tendance à vous envoyer de moins en moins de trafic. Il suffit de regarder l'évolution de la première page des résultats de Google pour s'en rendre compte. Avant, il y avait beaucoup de liens, ils étaient mis en bleu, en couleur, vous cliquez sur ces liens, vous alliez sur les sites. Aujourd'hui, avant de trouver un lien cliquable, vous avez un certain nombre de résultats qui sont déjà fournis sur la page de résultats elle-même. Donc ça conduit à une chute quand même assez massive du trafic. Des taux de conversion, qui a encore envie de remplir un formulaire aujourd'hui pour obtenir un livre blanc, c'est de moins en moins le cas. Et on n'a pas forcément envie d'aller donner tout notre pédigré pour pouvoir télécharger un truc dont on ne connaît pas a priori la valeur. Donc on a quand même des taux de conversion qui sont beaucoup plus faibles qu'auparavant. C'est valable grosso modo pour toutes les tactiques qui visent à générer des leads via des formulaires, les fameux livres blancs, les fameux webinaires, etc. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'en faire, mais c'est clairement aujourd'hui quelque chose qui marche moins bien que ce que ça a pu être il y a quelques années en arrière. On ajoute à ça un bruit de fond. On a énormément de contenu aujourd'hui. Il y a quelques années, le challenge était de créer des contenus. On avait des difficultés parfois à créer des contenus de manière régulière. Aujourd'hui, avec GPT et compagnie, la création de contenu, elle est quand même accessible à quasiment tout le monde.
Ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de contenu, pas forcément tout le temps de bonne qualité, mais du coup, on est dans cette espèce de bruit de fond où l'idée d'aller créer de plus en plus de contenu, c'est pas forcément tout le temps une bonne idée. Donc tout ça conduit à une attention qui est plus compliquée à obtenir. Si vous voulez que les gens vous suivent, que les gens vous fassent attention à ce que vous avez à raconter, vous devez sortir du lot, et c'est de plus en plus difficile de sortir du lot quand on a toute cette concurrence, toute cette masse de contenu, tout ce bruit qu'on peut avoir autour des contenus. Et puis quelque chose qu'il faut quand même bien garder en tête, c'est qu'on a un parcours d'achat qui est plus du tout linéaire. En fait, ça fait quelques années qu'il ne l'est plus. Mais aujourd'hui, le parcours d'achat d'un acheteur ou d'un client d'une boîte industrielle, il est relativement complexe. Il est fait d'avancées, de reculades et de détours divers et variés. Et on a aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre quel est vraiment le parcours d'achat d'un client qui va venir nous envoyer un RFQ ou qui va venir nous consulter parce qu'il a un problème. Il est de plus en plus complexe et il faut prendre ça en compte. Et quand le client vient vous voir, ça c'était déjà vrai depuis quelques années, mais quand le client vient vous voir, de plus en plus, on se rend compte qu'il a quand même déjà fait toute son éducation. Donc on doit amener aussi énormément de valeur par rapport à tout ça. À côté de ça, on a des équipes marketing industriel. Et là, j'ai une pensée pour mes amis CIO. Alors, j'ai mis EE parce que c'est un constat, je n'ai pas fait de statistiques, mais très très souvent, j'ai plutôt affaire à des dames qui sont en charge de ce poste de direction marketing ou de responsabilité du marketing. Donc, je ne suis pas forcément volontaire, mais j'ai mis une CMO dépassée parce que j'en connais quelques-unes ou quelques-uns, un peu moins. Mais l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'exercer ce métier de CMO. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de demandes qui arrivent, notamment quand vous êtes dans une entreprise qui commence à avoir un peu structuré son marketing avec une petite équipe. Donc on a des briefs qui arrivent tous les jours, des demandes diverses et variées, du COMEX, des commerciaux, du produit, etc. Et on est obligé à un moment donné de répondre à toutes ces sollicitations. On est aussi dans un espèce de cycle permanent de justification du budget. On défend un budget et on a toujours cette épée de Damoclès en disant que les actions qu'on va mener cette année doivent nous permettre de conserver notre budget, parce que qui dit budget réduit dit potentiellement périmètre d'action réduit, et du coup on se fait aussi un peu moins plaisir et on a irrémédiablement moins de résultats. Donc la CMO, elle est souvent aussi un peu isolée d'un point de vue stratégique. C'est compliqué d'avoir quelqu'un qui peut être un miroir quand on est CMO dans une boîte indus. On n'est pas dans des entreprises qui ont une culture marketing très évoluée, très poussée. Donc on n'a pas des pairs et on n'est pas nombreux au marketing. Donc c'est très compliqué aussi de pouvoir comparer, de pouvoir challenger un peu ses idées, de pouvoir évoluer aussi. Et on est en plus le nez dans le guidon et toujours un peu soumis aux demandes et aux diktats que peuvent avoir les commerciaux. Donc c'est un rôle qui n'est pas facile aujourd'hui, qui en plus est un rôle à la croisée un peu des bouleversements de notre monde d'aujourd'hui. Je vois Sabri qui nous dit que le marketing va devenir le métier le plus stratégique dans une entreprise. Bon, il devrait déjà l'être en vérité, parce que c'est quand même lui qui est chargé un peu d'amener un peu le business. Mais on a beaucoup de mal à affirmer ça, on a beaucoup de mal à le valoriser. Bon, dans les choses qui ont changé, le client, évidemment, il a changé. Aujourd'hui, on cherche aussi du self-service et même dans des ventes complexes. Moi, je prends toujours comme exemple, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est un exemple que j'avais l'habitude de prendre. Quand vous voulez acheter un voyage dans l'espace auprès d'Amazon ou de Tesla, il n'y a pas de commerciaux pour ça. Vous allez directement vous inscrire sur une plateforme. Alors, je caricature un peu, mais globalement, vos clients cherchent aussi une certaine forme d'autonomie à travers leur parcours. Ils n'ont pas forcément besoin de parler directement aux sales tout de suite. Ça aussi, on le sait, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Et on a besoin aussi de beaucoup de transparence, de valeur en fait. Et le problème, c'est que dans nos ventes industrielles, notamment du côté commercial et très souvent aussi du côté marketing, on n'a pas suivi cette évolution. On est très orienté produit. Et en fait, ce que vous racontez sur votre produit, votre client, la plupart du temps, il peut le trouver tout seul très facilement. Et il peut même arriver qu'il arrive avec un niveau d'expertise beaucoup plus élevé que celui de vos commerciaux sur certains sujets. Donc, ce besoin de transparence, ce besoin d'avoir une certaine autonomie, ça rebat quand même beaucoup les cartes. On ne peut plus continuer à faire du marketing à la papa. Et quand je dis à la papa, c'est
pas forcément très vieux, hein, c'est du marketing tel qu'on le faisait encore en 2020 ou en 2021. Il y a beaucoup de bouleversements qui sont arrivés là, il y a beaucoup de facteurs externes qu'il faut prendre en compte. Et il y a aussi une difficulté à faire évoluer les pratiques dans les boîtes indus. On constate quand même, en tout cas moi je le constate, et on parle chez NIL à des directions marketing et commerciales quasiment tous les jours, on constate quand même que le changement il est relativement long. Et les pratiques qu'on voyait en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, elles sont encore malheureusement beaucoup d'actualité dans beaucoup de boîtes industrielles, alors que le monde a complètement changé autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ces constats? Je suis sûr que c'est des constats que vous partagez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ces constats vous parlent. Faites-moi signe. Je pense notamment à mes buddies CMO. Là. Faites-moi un petit signe si vous êtes d'accord avec ce que je viens de raconter. J'ai été gentil sur les difficultés ou les challenges que peut rencontrer une CMO aujourd'hui dans sa boîte. Alors, l'idée, c'est comment est-ce qu'on structure aujourd'hui et quelle feuille de route on peut se donner quand on est à la tête d'une direction marketing dans une boîte industrielle. C'est valable à la fois pour des petites équipes, et je pense que petite équipe, j'entends à partir d'une personne, hein, dès que vous êtes en charge du marketing dans votre boîte, jusqu'à des équipes un peu plus structurées. Pour moi, l'idée, c'est quand même d'arriver à structurer votre approche, structurer toute la partie marketing autour de 3 grandes fonctions clés. Une première fonction, alors je ne croyais pas dire ça il y a quelques années en arrière, mais là je le dis de manière assez forte. Une première fonction, c'est le branding. C'est la manière dont on va attirer l'attention sur notre offre, sur notre valeur ajoutée. La deuxième grande fonction, c'est ce qu'on appelle la demand generation. Et là, je veux vraiment faire le parallèle avec la génération de leads qui occupe beaucoup de monde encore aujourd'hui, et parler plutôt de génération de demandes. Et vous allez comprendre dans quelques minutes la différence pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Et puis, il y a une troisième fonction, une troisième chose que doit faire pour moi une équipe marketing aujourd'hui dans une boîte indus, c'est ce qu'on va appeler l'enablement, l'orchestration et l'accompagnement des ventes. On est quand même toujours un peu au service des ventes. Le but, c'est quand même de faire en sorte que nos efforts marketing produisent du résultat. Et là, on a besoin d'aider nos commerciaux, d'équiper nos commerciaux, d'enabler, je ne sais pas comment on le dirait en français, de responsabiliser nos commerciaux, de les rendre autonomes sur ces sujets-là. Et c'est parfois un aspect qui est probablement encore beaucoup trop négligé dans pas mal de boîtes indus ou pas indus d'ailleurs. Bon, je vais dire 2 mots sur le branding. Évidemment, c'est la base si vous n'avez pas une plateforme de marque forte. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être une grosse boîte pour avoir une plateforme de marque. Quelle est votre mission? Pourquoi existez-vous? Quels problèmes vous résolvez? À qui vous vous adressez? Quel est votre ICP, votre profil du client idéal? Quels sont les personas auxquels vous parlez? Quel type de problématiques vous résolvez pour ces personas? Tout ça, ça doit vous permettre de construire un discours qui soit plutôt tourné vers ces problématiques-là, qui évoque ces problématiques, qui propose des solutions pour les résoudre, et qui ne soit pas uniquement un discours tourné autour de la qualité de nos produits, la technicité de nos produits, ou le fait qu'on soit le plus cher, le moins cher, le meilleur sur le marché. Je vois encore beaucoup trop ici et là on est l'acteur numéro 1, on est le leader européen des solutions de thermoformage, par exemple. Je vois encore beaucoup ça sur des sites de plasturgistes. Il faut arrêter avec ça. Et il faut parler aux problématiques de vos clients et de vos personas. Les problématiques de l'acheteur, ce n'est pas celle du responsable de la maintenance ou du responsable de la R&D. Donc, il faut adapter le discours et avoir un discours qui est très clair, qui est documenté, qui est écrit quelque part et qui va nous servir de plateforme pour qu'on puisse produire l'ensemble des actions marketing derrière. Donc, il faut construire cette crédibilité. Et pour ça, on a besoin de branding. Et franchement, posez-vous ces questions-là. C'est un peu le point de départ avant de se lancer dans de la génération de leads, dans de la demande generation, dans la construction d'un système. Est-ce qu'on a la base, c'est-à-dire est-ce qu'on a le bon niveau de discours, est-ce qu'on a au clair sur ces sujets-là? Donc, deuxième fonction, la demande gen, ou de la lead gen à la demande gen. Quelle est la différence? La lead gen, c'était toute cette démarche qui consistait à amener les gens dans un entonnoir, à les faire remplir un formulaire pour obtenir leurs coordonnées, filer les coordonnées derrière au commercial et faire en sorte que la personne soit appelée, soit démarchée. Aujourd'hui, on voit qu'on n'a plus trop envie de remplir des formulaires, donc on est obligé de libérer les contenus. Donc ce qui est derrière des formulaires, on va avoir tendance aujourd'hui à le mettre à disposition
Et c'est une façon de prendre de l'avance, typiquement sur de la concurrence. N'enfermez pas les informations importantes pour vos prospects ou n'enfermez plus ces informations-là derrière des formulaires. Libérez ces informations. Et j'irai même jusqu'à des informations autour des prix. On a très peu de sites internet industriels qui donnent aujourd'hui des éléments de compréhension de combien ça coûte. Et alors que c'est l'information numéro 1 que cherche probablement un prospect sur votre site. Donc on libère les contenus. On les met à disposition, on est généreux là-dessus et on sait que derrière, ça va nous amener du business et ça va avoir des retombées si ces contenus-là répondent à des vraies problématiques. On avait tendance à faire beaucoup de volume. Là, on va plutôt se focaliser en demande gen sur l'intention, sur l'engagement. On va essayer d'identifier les gens qui ont une vraie intention d'achat plutôt que d'essayer de lancer des filets et de pêcher beaucoup de poissons pour espérer faire une bonne pêche. Et puis, on passe d'une approche qui est très tactique, qui est très orientée sur toute une série de petites tactiques, hein, les landing pages, les CTA, on améliore la conversion, on change la couleur, on fait de l'A/B testing, etc., vers une approche un peu stratégique, notamment dans le discours. Donc l'idée, c'est de passer de la collecte à la captation. Moi, je compare souvent, on abandonne la pêche au filet massive ou la pêche au chalut et on essaye d'avoir une pêche un peu plus sélective, voire une approche de chasse, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller identifier les gens en fonction de la position qu'ils ont dans leur parcours d'achat et de capter ces signaux qui vous disent que cette personne-là est prête à acheter, elle est prête à avoir une demande et là on peut aller commencer à discuter avec elle et lui apporter justement ses contenus et lui servir ses contenus sur un plateau. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais on a une approche qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus valorisante aussi par rapport à ce que vous pouvez amener en expertise, surtout pour une boîte Indus. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que pour faire tout ça, il faut arriver à construire un système. Donc l'idée, c'est que on met en place une vraie machine. Il faut arrêter d'être en permanence dans la planification. Moi, je vois des boîtes qui, avant, planifiaient les posts ou les campagnes sur l'année. On va faire une campagne là, on a le salon, machin, etc. Sortons un peu de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de salon, il ne faut plus faire de campagne, mais sortons un peu de cette approche-là. Essayons d'avoir une approche beaucoup plus structurée, pensée comme un système. Et un système, un moteur, il faut le designer. C'est-à-dire qu'il faut être capable de construire vraiment les différents éléments de ce moteur, de réfléchir à ce qui va être le carburant de ce moteur et derrière de pouvoir savoir comment on l'active. Donc, au-delà des contenus, des sujets de vos campagnes, réfléchissez en termes de moteur, de système répétable, industrialisable, qui va nous permettre de tester des hypothèses, de mesurer, de récupérer des résultats ou pas, et de prendre des mesures correctives pour optimiser le rendement de ce moteur. Si vous êtes industriel, la notion de rendement, évidemment, doit vous parler. Et l'idée, c'est quand même de réfléchir à une méthodologie, à des process, à une optimisation en continu plutôt qu'à une succession de campagnes comme beaucoup de services marketing le font, liées à une saisonnalité, liées à du lancement de produits. Réfléchissons en moteur, en approche industrialisée plutôt qu'en campagne. Voilà, je passe rapidement. Chacun de ces points-là, je pourrais passer 1 heure à vous parler de ces sujets, vous donner des exemples. D'ailleurs, si ça vous intéresse, faites-moi un petit signe en commentaire et je pourrais vous partager des exemples de moteurs qu'on a designés, soit pour Neil, soit pour certains des clients. Et vous pourrez d'ailleurs tout à fait vous en inspirer. D'ailleurs, tiens, ça serait une bonne idée de contenu que j'ai envie de vous partager. Si on parle un peu de l'équipe, ça c'est un sujet aussi que je voulais aborder à ce niveau-là, en termes d'organisation, comment est-ce qu'on structure une équipe. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Souvent, quand même, dans les boîtes Indus, suivant la taille de la boîte, on va dire si vous êtes plutôt une PME, il est fort probable que vous ayez une seule personne en charge du marketing. Il est possible que cette personne ne fasse pas d'ailleurs que du marketing. Mais imaginons que vous ayez une personne, peut-être avec un alternant, un stagiaire, ou en tout cas peut-être 2 personnes, mais c'est assez rare qu'on dépasse les 2 dans des PME Indus. Donc là, l'idée, c'est quand même de se dire à un moment donné, il faut prioriser. Vous ne pouvez pas courir après tous les lièvres et on attend de vous que le marketing ait un rôle stratégique. Alors, si on ne l'attend pas de vous, changez de boîte. C'est-à-dire que si vous constatez que le marketing n'est pas vu comme une mission stratégique, il y a de fortes chances que vous n'allez pas beaucoup progresser dans cette boîte et à titre perso, peut-être que vous n'allez pas forcément vous épanouir. Si la direction de cette boîte a conscience de l'importance stratégique du marketing, on peut démarrer solo, on n'a pas besoin tout de suite d'avoir une armée mexicaine. Et là, il va falloir prioriser. Donc, il va falloir déjà avoir beaucoup de clarté sur votre mission. Est-ce que votre rôle, c'est de l'opérationnel? Est-ce que c'est du stratégique? Si vous êtes tout seul, il y a de fortes probabilités que vous ayez, on va dire,
un mix des deux et il faut arriver à trouver le bon dosage. Ne pas vous noyer dans l'opérationnel pour garder quand même un pilotage stratégique. C'est une des principales difficultés d'une personne solo. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un focus, il faut cibler 2 ou 3 leviers, il faut se poser un petit peu sur les leviers qui vont être les leviers a priori les plus intéressants en termes de résultats, les plus impactants, aller chercher du quick wins et aller maximiser les efforts sur ces leviers qui marchent pour éviter la dilution, éviter de passer votre temps à courir après les sujets. Et donc, ça veut dire qu'il faut choisir, et choisir, c'est le plus difficile quand on a aujourd'hui un ensemble de panels d'actions possibles qui est quasiment infini aujourd'hui en marketing. Donc généralement, ce qu'on peut recommander, c'est des actions qui vont être un peu de long terme, donc du SEO, de l'email nurturing. Là, je ne l'ai pas mis, mais je miserai beaucoup en fonction de votre business sur LinkedIn avec une vraie stratégie d'approche pour aider vos commerciaux à aller engager des conversations sur LinkedIn. Les événements peuvent être toujours des choses assez intéressantes, mais en tout cas, choisissez 2 ou 3 leviers, focalisez-vous là-dessus et n'allez pas perdre du temps sur un ensemble d'actions que vous allez faire en pointillé. Automatiser ce qui peut l'être, vous avez besoin d'outils. Alors, évidemment, je vais vous recommander HubSpot. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un fan absolu de la plateforme marketing HubSpot. Beaucoup de gens se disent parfois c'est surdimensionné quand on a une PME. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça permet au contraire peut-être de retarder un deuxième recrutement ou de retarder ou de faire en sorte d'être frugal en fait. Et on se dit ok, on va payer une plateforme qui peut paraître coûter cher. Si vous avez la bonne stratégie, que vous savez ce que vous voulez faire, que vous avez une vision claire sur l'impact que doit avoir le marketing, ce n'est pas un mauvais investissement et ça vous coûtera toujours moins cher que de structurer une équipe un peu trop tôt. Vous avez besoin d'outils comme Notion, comme Figma, comme Zapier, ChatGPT. Tout ça, c'est les outils qui vont vous permettre d'automatiser un maximum de choses et de tenir le temps d'avoir la possibilité de recruter. Donc, vous scalez, vous automatisez, vous industrialisez et en fait, vous pouvez, avec une personne, faire le boulot quasiment d'une équipe marketing complète aujourd'hui. C'est des choses qu'on voit. Nous, chez Neil, on est 2. Enfin, on a une personne en charge du marketing. Pendant très longtemps, c'était un rôle qu'on partageait, moi et une collègue, sur le marketing de Neil. Ça ne nous a pas empêché de produire énormément de choses parce qu'on avait les bons outils, la bonne approche et une approche très industrialisée. Donc, en termes de recommandations concrètes, après, vous allez aussi vous faire aider probablement de ressources externes. Et puis, on peut aller trouver des rédacs freelance. L'IA aujourd'hui sur la partie création de contenu peut beaucoup vous aider. Des freelance sur la création de contenu, des freelance aussi sur du SEO ou des agences. Se limiter sur l'emailing, n'allez pas passer votre temps à faire de l'emailing. Essayez de réfléchir à des emailings qui fonctionnent. Et si vous êtes dans des stratégies d'emailing, comprenez ce qui marche et faites-le à fond. Et puis après, sur la partie Sales Enablement, essayez d'avoir des temps forts, par exemple une fois par mois avec vos commerciaux, pour voir comment la stratégie marketing que vous allez mettre en place peut les aider au mieux, peut leur donner les billes pour aller faire leur job. Dès que vous avez identifié quelque chose qui a fonctionné, qui a produit des résultats, vous double down là-dessus comme des Américains, vous rajoutez des efforts sur ça, vous le mettez en process, vous le documentez, vous l'optimisez et vous avez votre machine quelque part, vous avez votre moteur. Donc vous le gardez bien précieusement et vous le faites tourner jusqu'à l'épuisement et jusqu'à ce qu'on passe à autre chose. Dans le cas d'une équipe un peu plus grosse, là il y a toujours une question qu'on va se poser, c'est qu'à un moment donné, naturellement, on va avoir tendance à commencer à spécialiser. On se dit, l'équipe grossit, tiens, j'ai besoin d'un spécialiste du SEO. Je vais recruter un spécialiste des ads. Parfois, on voit des rôles où on a un gars qui s'occupe que du digital et les autres vont s'occuper des events, des relations presse, de la communication, des salons. Et on peut très vite, comme ça, en courant après le temps, se dire chaque année, il nous faut vraiment quelqu'un pour gérer les événements. Il nous faut vraiment quelqu'un pour gérer les ads. Parce qu'on commence à en faire beaucoup et on pense que c'est une bonne idée de structurer l'équipe de cette manière. Je pense que ce n'est pas toujours la bonne façon de structurer une équipe et c'est aussi surtout la meilleure façon de construire des silos. Vous allez très vite vous retrouver avec des spécialistes de certains sujets. Très souvent, ces gens-là ne vont pas résoudre votre problème puisque vous allez continuer à courir après le temps et à courir après les briefs et les demandes incessantes des équipes commerciales ou de la direction. Et vous avez en plus maintenant la charge d'animer ou de manager une équipe. Alors qu'avant, vous étiez peut-être toute seule ou tout seul et que c'était vous qui faisiez l'opérationnel. Donc là, maintenant, on doit en plus manager. Le temps de ce management, il est toujours négligé, il est toujours sous-estimé.
Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur la manière de construire cette équipe-là. Alors, il y a plein de cas de figure différents et en fonction de la taille de votre boîte et de ce que vous avez déjà, ce que je vous raconte là peut marcher ou pas. Mais typiquement, je pense quand même qu'il faut quelqu'un sur le contenu. Et moi, je privilégierais un rôle un peu transversal, quelqu'un qui comprend bien l'identité de la marque, qui est capable de rédiger, qui est capable de faire du très bon copywriting. Et cette personne-là, si en plus elle se fait aider d'IA, elle va pouvoir être extrêmement productive. Et elle va pouvoir aider les équipes sur l'ensemble du cycle de vente et intervenir partout où on a besoin d'elle, sur du pitch commercial, sur des messages réseaux sociaux, sur du message emailing, sur le contenu du site web, etc., etc. Et vous avez besoin d'un pilote à bord qui va être un peu le responsable, le garant du discours, le garant du niveau de discours et de l'identité qu'on veut avoir. On peut éventuellement avoir aussi des fonctions transverses de création, de design graphique. Là aussi, regardez à quel moment vous en avez besoin, parce que c'est pas forcément on n'a pas forcément une volumétrie ou des besoins qui nécessitent d'avoir un designer en interne, mais il peut arriver qu'à un moment donné, vous ayez besoin de ces personnes-là qui vont intervenir de manière transversale. Ensuite, je pense qu'il faut réfléchir un peu en termes de cycle de vente et notamment plutôt avoir peut-être des gens très orientés génération de demandes, growth, donc des gens qui vont être capables de travailler des bases de données, de construire des campagnes, de réfléchir à la manière d'attirer plus de trafic sur le site, de convertir, de réengager la base de données, d'aller nurturer tous ces gens qu'on a dans la base de données et peut-être probablement de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Donc là, on est là pour générer de l'intérêt et de la conversion. Et c'est des rôles quand même assez spécifiques, ces rôles-là. Aller chercher des gens qui ont un mindset de growth, de growth marketing, de growth hacking. C'est des profils assez intéressants qui vont avoir une bonne vision sur les différentes actions à mener et qui souvent sont relativement bien connectés à la partie business. Et ensuite, on a besoin de gens probablement, et ça peut être les mêmes personnes en fonction de vos besoins, de vos ressources, mais typiquement, si vous deviez staffer, j'aurais misé moi sur des gens qui sont là pour s'assurer que les commerciaux ont les campagnes, ont les outils nécessaires et qui puissent disposer à un moment donné, quand on lance un nouveau produit, quand on met en place une action ou un nouveau moteur, qu'on ait derrière quelqu'un qui fournit tout ce qui doit être fourni aux commerciaux et qui va aussi les accompagner, les former sur la campagne. Ce n'est pas simplement leur filer un PDF avec ou un zip avec quelques éléments graphiques. Il faut vraiment que votre équipe commerciale elle soit formée à la manière de communiquer, à la manière de travailler avec cette campagne si vous voulez avoir du résultat. Et je pense que quand l'équipe grossit, qu'on commence à avoir des sujets un peu plus complexes, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui va s'occuper des opérations. Alors on peut appeler ça les market ops, ou je ne sais plus comment on les appelle, ou les opérations de revenus. Quelqu'un qui est là pour piloter, pour structurer, pour s'assurer que les différents outils communiquent bien entre eux, pour analyser la data et puis pour aider la CMO ou le CMO à prendre les bonnes décisions là-dessus. C'est souvent des profils un peu de data CRM spécialistes ou opérations. Et c'est des gens qui ne vont pas forcément réfléchir aux idées de campagne, mais qui vont être capables de structurer l'ensemble de votre dispositif et de vos moteurs pour que la donnée soit fluide et qu'on puisse mesurer ce qui est mesurable. Et donc, dans les outils dont vous auriez besoin quand vous en êtes à cette étape, évidemment, des plateformes de market automation comme HubSpot. Moi, j'aime beaucoup Notion parce que ça vous permet de travailler de manière collaborative, de documenter les choses assez rapidement, assez facilement. Ils ont des fonctionnalités d'IA super puissantes à l'intérieur de Notion qui font gagner beaucoup de temps. Des outils graphiques, éventuellement Figma, etc. Je ne vais pas vous faire l'article. Des outils de BI, si vous n'avez pas d'outils comme HubSpot, on peut avoir aussi d'outils de BI comme Google Data Studio. C'est gratuit, c'est facilement accessible. Je crois que Power BI ne coûte pas très cher non plus. C'est des choses que vous pouvez mettre en place qui vous permettent de consolider un petit peu les résultats de vos campagnes. Et puis évidemment, l'IA, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus, qui est indispensable. Par rapport à vos équipes et au type de profil, allez chercher des profils. On peut être très vieux à 25 ans ou à 30 ans. Donc, allez chercher des profils. Quand je dis ça, je pense à ça parce que j'ai vu des équipes marketing où ce n'est pas l'âge qui va faire la compréhension de ces sujets-là. Allez chercher des gens qui comprennent le business, qui comprennent un petit peu la manière dont leur métier doit s'interconnecter au reste des actions qui sont menées et qui adoptent aussi le changement. Le marketing bouge extrêmement vite aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des fonctionnaires dans une équipe marketing. Il faut avoir des gens qui soient toujours en recherche ou en adaptation au changement. Et ça, c'est super important. Alors,
Il est déjà 13 h, je sais que j'avais prévu une demi-heure, mais je veux vraiment aller jusqu'au bout de ce live, donc ça va probablement déborder. Si vous devez me quitter, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard, ça sera toujours accessible à la même adresse. Une fois qu'on a parlé de l'équipe, quelque chose qui est important aussi par rapport à cette équipe, c'est d'arrêter de réfléchir au marketing à la carte, en fait. Arrêter de fonctionner à la demande. Et ça, c'est un des problèmes qu'on voit beaucoup dans les équipes marketing. On essaye de poser une strat en début d'année, on met du budget, et puis derrière, on se fait rattraper par la police commerciale qui vient toutes les 2 semaines nous demander il me faut ci, il me faut ça, j'ai besoin d'organiser un event, j'ai besoin de faire telle ou telle action. Et on est toujours en train de répondre à la demande. Ça rend l'équipe extrêmement surchargée et ça provoque derrière quelque chose, une forme d'essoufflement, quoi, quelque part. Clarification des rôles aussi, qui décide quoi, qui doit reporter à qui, quelle est la mission de chacun d'entre eux de manière très détaillée, qui doit analyser, qui doit produire, qui doit rapporter au CODIR. Tout ça, c'est des choses qu'il faut arriver à bien structurer et à bien définir, et il faut que ça soit clair pour l'ensemble de vos équipes aussi. En termes de culture et de documentation, ben, évidemment, pensez à documenter, rentrer dans cette culture-là de la documentation, du test, cette culture data. Et puis je conclurai par rapport aux équipes, l'IA, en fait. L'IA aujourd'hui, si vous n'intégrez pas l'IA dans votre approche marketing, vous laissez de l'argent sur la table et vous prenez de très très gros risques parce que vous allez être très vite dépassé par des équipes qui savent utiliser ou savent tirer profit de l'IA. Quand je dis l'IA, ce n'est pas uniquement pour la création de contenu, c'est aussi même pour la réflexion ou pour challenger vos stratégies. Donc ça, c'est super important. Cherchez des gens qui embrassent tout ça, qui embrassent ces changements-là, qui embrassent la data, qui sont data-driven, qui sont process-driven, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des équipes d'il y a 10 ans, quoi. Je le dis comme je le pense, et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mindset et de façon d'embrasser tous les changements qui se produisent aujourd'hui dans l'univers marketing. Bon, le troisième point que je voulais aborder avec vous, évidemment, si on veut multiplier les résultats d'une stratégie marketing, ben, évidemment, il va falloir travailler avec les sales. Ça, c'est un peu la patate chaude ou on va dire la tarte à la crème des gens qui vendent des services marketing. Oui, l'alignement marketing et sales, tout le monde en parle. Dans la réalité, j'ai rarement vu des équipes qui arrivent à le réaliser, cet alignement marketing et sales. Et très souvent, l'issue de ce problème, la raison de ce problème, c'est que ça vient de loin, en fait. Si on n'a pas déjà des objectifs partagés et que, en gros, le marketing doit attendre la fin du premier trimestre pour savoir quels vont être ses objectifs, il y a un vrai souci là. Ça veut dire qu'en gros, on a un marketing qui va être piloté sur quoi? Sur de la génération de leads, un nombre de leads à générer. D'où est-ce que sort ce nombre de leads? C'est parfois un mystère. Moi, j'ai vu pas mal de boîtes vous sortir des nombres de leads basés sur les chiffres de l'année dernière. Bon, ok, des leads qualifiés, des MQS, ce que vous voulez. Bon, concrètement, ça ne résout pas le problème, en fait, hein, de générer des leads pour les commerciaux. Donc, il faut arriver à définir des KPI communs, à définir des rituels, à créer de la confiance entre les équipes. Il faut que la loupe, la boucle de feedback soit bien bouclée, en fait, hein. Il ne s'agit pas uniquement pour le marketing d'envoyer des leads. Le marketing a besoin du feedback des commerciaux. On a besoin d'aller parler aux clients. Et des marketeurs qui ne vont pas parler aux clients, bah, y a un problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire du bon boulot si on n'a pas l'accès aux clients. Et dans beaucoup de boîtes industrielles, il s'avère qu'il est parfois, j'ai envie de dire souvent, difficile pour le marketeur ou pour les équipes marketing d'accéder aux clients. Il arrive aussi fréquemment qu'elles ne fassent pas leur job, hein, et que quand il y a une occasion d'aller parler aux clients, elles ne la saisissent pas. Moi, je suis assez stupéfait de voir des directions marketing prendre un nouveau rôle et attendre 3 à 4 mois avant d'avoir la première conversation avec un client. Ce n'est pas possible. La première chose que, à mon sens, devrait faire une direction marketing à un moment donné, c'est de comprendre un petit peu ce que le client raconte et de comprendre un peu la situation du client. Donc, les rôles de chacun, la lead gen, la demande gen, le nurturing, évidemment, c'est le rôle du marketing. On ne va pas demander à l'équipe commerciale de le faire. La qualification commerciale, la vente, c'est la partie commerciale. Et puis, quelque chose qui peut être fait de manière très mutuelle, c'est les contenus qu'on appelle d'activation, c'est-à-dire des contenus que vous pourriez utiliser sur LinkedIn. Exemple, on monte une campagne qui permet à des commerciaux d'aller engager des conversations sur LinkedIn. Ça, c'est des opérations ou des types de campagnes qui vont permettre d'aligner justement les planètes, d'aligner les équipes et de faire en sorte que marketing et sales vont travailler main dans la main, l'un qui va aider l'autre et inversement, de manière à aller engager de nouvelles conversations et à générer de la demande.
Donc ça aussi, on pourrait faire un épisode du live rien que là-dessus, comment est-ce qu'on aligne. Évidemment, si vous avez des outils qui ne sont pas connectés et si les commerciaux travaillent sur un CRM qui est complètement déconnecté des outils qu'utilisent les marketeurs, je ne vois pas comment on peut aligner les choses et je ne vois pas comment vous allez, sauf à aller réconcilier des tableaux Excel à longueur de journée, je ne vois pas comment vous allez mesurer les résultats de vos actions marketing. Donc il faut aussi, à un moment donné, avoir une base de données commune, avoir un endroit, un centre de vérité commun, ça s'appelle un CRM, hein, et il faut que le marketing soit complètement impliqué dans le choix, dans l'utilisation de ce CRM-là. Il faut que ce CRM-là soit aussi une source de contenu, une source d'idées, une source de conversations qu'on peut aller réécouter, qu'on peut aller lire et qui me permettent d'alimenter ma stratégie marketing. Et justement, quand je parle de CRM, eh ben, je parle de la tech stack. 2025, on peut être très tenté d'aller faire l'inflation et d'aller rechercher en permanence des nouveaux outils. Il y en a des centaines et des centaines. Je pourrais vous partager une carte qui est remise à jour chaque année par Scott Brinker, qui est un des VP là, chez HubSpot et qui avait, avant même de rentrer chez HubSpot, pris l'habitude depuis maintenant, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'années, de cartographier l'ensemble des outils marketing existants. Aujourd'hui, il y en a pléthore. Il en sort quasiment tous les jours des nouveaux. En fonction des tendances et des évolutions du marché et de l'arrivée de l'IA, on a aussi de nouveaux produits qui sortent. Très compliqué de se tenir à jour. Bon, le problème, c'est que trop d'outils tue l'outil, quoi. Et souvent, ce qu'on voit, c'est ce que j'appelle le phénomène Markenstein ou Frankenstein. C'est-à-dire qu'on commence à essayer de rapiécer des trucs. Un outil pour l'emailing, un outil pour gérer les réseaux sociaux, un outil pour faire du SEO, un autre outil pour la téléphonie, un autre outil pour gérer des campagnes SMS, par exemple, etc., etc. Et puis, on se retrouve avec tout un tas d'actions, d'outils, du coup, qui vont engendrer des tactiques spécifiques. Et puis, on dilue nos efforts et on empile des features sans qu'on comprenne vraiment à quoi sert toute cette stack au final, quoi. Et donc, ça, super important, éviter ce syndrome-là. Commencer par l'essentiel, hein, et pour moi, l'indispensable, c'est le CRM. On ne peut pas faire du marketing correctement si on n'a pas un bon CRM. Voilà, j'ai cité HubSpot, Salesforce, vous voyez lequel vous arrange, suivant vous préférez le bleu ou l'orange. Mais honnêtement, il faut aujourd'hui un CRM et le CRM doit être accessible, doit être ouvert pour l'équipe marketing. Il n'est pas réservé à la direction ou au commercial. Des outils de gestion de projet, je ne vois pas aujourd'hui comment dans une équipe même d'une personne ou de 2 ou 3 ou 5 personnes, on arrive à créer des campagnes ou des actions sans avoir au minimum un outil qui nous permette de gérer le projet, surtout quand l'équipe commence à grossir. On a besoin d'avoir de la visibilité, on travaille en mode Kanban, en mode agile, et des outils comme Trello, comme Monday, comme Basecamp, il y a plein d'outils de gestion de projet. Je vois encore beaucoup d'équipes marketing ne pas avoir d'équipe projet. Je ne comprends pas comment c'est possible, comment on arrive à travailler. Et après, on peut s'étonner d'avoir des silos et de voir que les gens ne travaillent pas ensemble, mais on a besoin aussi d'outils pour que les gens puissent se retrouver et partager l'information. Notion, Miro, j'aime beaucoup parce que ça permet de designer ces fameux moteurs ou ces fameux process dont je vous parlais. Évidemment, des outils d'analytique. Alors, il y a des outils comme HubSpot ou Salesforce ou d'autres outils qui vous permettent d'intégrer tout ça là, dans la même plateforme. Si vous arrivez à limiter le nombre d'outils, c'est quand même mieux. Et moi, je vous encourage à aller vers des outils qui couvrent un maximum de besoins. L'idée, c'est que quand vous démarrez votre journée de marketeur, vous n'ayez pas à ouvrir 18 onglets avant de commencer votre travail, quoi. Et que vous puissiez, avec 1 ou 2 onglets ouverts dans votre navigateur, gérer, piloter l'ensemble de votre stratégie marketing. Et évidemment, des assistants IA, là, il y en a de partout aujourd'hui. Les agents arrivent pour ceux qui ne les ont pas encore adoptés. Donc, on va avoir aussi des équipes augmentées. Vous allez pouvoir doubler, tripler la taille de votre équipe sans recruter. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Je ne vais pas rentrer dans le débat par rapport à ça. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, l'IA va permettre aussi aux équipes marketing de faire beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin, de produire plus. Et donc, il faudra se poser la question, encore une fois, de la qualité. Bon, il y a des trucs qui sont jolis, qui brillent. Il y a eu une grosse mode à un moment donné sur les chatbots. J'ai eu des contacts ou des prospects qui m'ont appelé pour que je les aide à paramétrer des stratégies de chatbot. Bon, arrêtez de vous fatiguer avec ça. Je ne sais pas si c'est vraiment prioritaire. Il y a peut-être des métiers dans lesquels, oui, en termes de service client, ça peut être vraiment intéressant. En termes de marketing de conversion, je suis quand même assez sceptique, hein. Je n'ai pas vu de gros résultats, moi, sur les chatbots. Mais c'est un exemple, quoi. Ne suivez pas forcément les tendances et les modes sans réfléchir derrière sur la manière dont vous intégrez ça.
Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est les KPI. Alors là, je vais être assez rapide là-dessus, mais c'est pareil, c'est un sujet sur lequel je pourrais vous faire un live d'une heure ou deux, rien que pour parler de KPI. Essayez de définir des indicateurs qui soient business, en fait. Évidemment, on va suivre les impressions, les likes. Qu'est-ce qui permet de dire qu'une campagne a bien marché, qu'une action marketing a bien marché, qu'une réalisation marketing a bien fonctionné? Au final, ce qui va compter pour votre codir et pour vos équipes commerciales et finalement pour la boîte, c'est le business que ça a généré. Donc, essayez de rattacher l'ensemble des KPI les plus importants à du business, en fait. Il y a encore beaucoup trop d'équipes marketing ou de marketeurs qui ne maîtrisent pas ces sujets. On ne vous demande pas d'être des financiers, mais c'est quand même la base aujourd'hui de savoir quel est le panier moyen, comment on va générer le business, quel est le coût d'acquisition d'un client, combien ça coûte de recruter un nouveau client versus un client existant. Voilà, donc des KPI faciles à mesurer, c'est le pipeline. On peut aujourd'hui, si on a les bons outils, le bon tracking, mesurer de manière très précisément ce qui a été généré par le marketing. Moi, je suis toujours un peu gêné par ces histoires-là parce qu'on tombe vite dans le truc, ça vient du digital, ça vient du marketing, ça vient des sales. Bon, aujourd'hui, le parcours d'achat d'un client, il est tellement complexe qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que le marketing ou que le commercial qui a influencé le truc. Donc probablement qu'un prospect qui a démarché un commercial qui va à un moment donné engager des conversations avec vous, il va être sous l'influence quelque part aussi du marketing de la boîte. Il va visiter votre site, il va probablement consommer certains de vos contenus. Donc dans quelle mesure le marketing contribue? Il contribue, il faut pouvoir commencer à savoir dire de quelle manière il a contribué. Donc, on peut commencer à mesurer ça. Vous avez des outils, HubSpot le fait. Vous arrivez à mesurer la contribution du marketing à la signature d'un deal, à la génération du pipe et au temps aussi de traitement des leads ou on va dire de closing des deals. Comment est-ce qu'on peut accélérer la machine? Taux d'activation des contenus par les sales. Alors, en gros, ce que je voulais dire par là, c'est combien de personnes dans votre équipe commerciale utilisent les contenus que vous avez produits, comment ils l'utilisent, à quelle fréquence vous voyez sortir des messages qui viennent du marketing et qui sont vraiment utilisés par les sales. Essayez de mesurer l'utilisation des contenus que vous produisez au service des commerciaux par vos équipes commerciales. Des exemples tout bêtes, si vous organisez des événements, mesurez dans quelle mesure les actions que vous construisez autour de ces événements vont permettre aux commerciaux d'avoir des résultats. Les contenus que vous avez produits ont-ils été bien utilisés? Quel est le feedback qu'on a là-dessus? Comment vous formez vos commerciaux à bien les utiliser, etc. Et puis, mettez en place du NPS mutuel, en fait. Demandez à vos commerciaux de noter, de vous faire du feedback. Je ne dis pas qu'il faut prendre toujours pour argent comptant ce que les commerciaux vont vous raconter, mais il faut les écouter et il faut rentrer dans la compréhension de ce que vous dit un commercial. Il est quand même sur le terrain, il parle aux clients. Alors effectivement, il y a commercial et commercial. Il y en a parfois qui pourraient s'abstenir de parler aux clients. Malheureusement, je rigole un peu avec ça, mais c'est le cas. Mais mettez en place un système qui vous permet quand même d'écouter ce que vos équipes commerciales ont à dire. Si vous avez du mal à le mettre en place, utilisez votre CRM. Il y a plein d'outils d'IA qui permettent aujourd'hui d'enregistrer des conversations, d'avoir des synthèses de conversations commerciales. Si ces conversations pouvaient être accessibles au marketing, ça serait le rêve, puisque derrière, avec l'IA, on est capable d'aller fouiller dans cette donnée et d'aller l'utiliser pour alimenter un assistant GPT, par exemple, qui va vous permettre de construire de meilleurs posts sur LinkedIn, de meilleurs billets de blog. Nous, c'est exactement ce qu'on fait chez Neil. On alimente la machine avec des extraits de conversations de clients et derrière, on arrive à sortir des posts qui sont très percutants parce qu'ils sont issus de choses réelles et de conversations que les clients ont eues avec nos commerciaux. Donc, ce qui compte, ce n'est pas l'effort, ce n'est pas la volumétrie, ce n'est pas le nombre de likes ou le nombre de posts que vous avez fait, le nombre de salons, le budget que vous avez mis sur le salon. Ce qui compte, c'est l'impact. Comment est-ce que vous êtes sûr, comment vous vous assurez de mesurer l'impact de vos actions marketing sur le business derrière? Voilà, donc j'ai essayé de condenser ça on va dire en 3 quarts d'heure. Tous les sujets que j'ai traités là, honnêtement, on pourrait les détailler, les approfondir. Bon, en conclusion, moi, ce que je vous recommande de retenir, c'est il faut structurer les choses. Il faut que votre marketing devienne stratégique. C'est souvent ce que vous cherchez à faire. Donc, il faut arriver à sortir du day-to-day. Il faut arriver à sortir de la course
après les demandes des commerciaux. Et pour ça, c'est une structure qu'il vous faut. Donc si vous n'avez pas de structure, vous savez, la chose qui est sûre dans l'univers, c'est que l'entropie ne peut augmenter. Si vous êtes physicien, vous savez de quoi je parle. Le désordre prend de la place. Et on peut le traduire ou le dire différemment par la nature a horreur du vide. Donc si vous n'avez pas quelque chose de structuré, d'orienté business, de construit, de documenté, ce qui se passe, c'est que vous allez être à la merci des demandes et à la merci du day-to-day, de la course après la production ou l'opérationnel. Et donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc, on commence par structurer les choses, par poser une vraie structure de votre stratégie marketing. On pose le cadre, on cherche les bons acteurs pour mettre les bonnes personnes dans les bons sièges. Et après, on déroule l'opérationnel. C'est un peu dans cet ordre-là qu'il faut arriver à faire les choses. Je vous accorde qu'il peut être très difficile de manœuvrer quand on est déjà dans l'opérationnel. Mais il faut arriver à un moment donné à poser ça, et c'est ce qu'on attend de vous en tant que CMO. Poser cette stratégie, poser cette structure, et derrière, mettre en place les actions opérationnelles qui permettent de dérouler la machine. L'IA, moi ça m'empêche de dormir la nuit. L'IA est un vrai levier de productivité. Ce n'est pas une fin en soi, on ne doit pas à tout prix faire de l'IA, mais on doit très vite identifier comment ces outils-là peuvent me permettre de gagner en productivité. Plus tôt vous allez vous y mettre, plus tôt vous aurez du résultat. La création de contenu en est un. Bon, si c'est pour faire des starter packs et montrer votre joli visage sur un LinkedIn, ce n'est pas forcément le meilleur usage. Essayez de l'utiliser de manière intelligente. Quand je dis intelligente, c'est essayer de l'utiliser pour approfondir la compréhension que vous avez des problématiques de vos clients et produire typiquement des contenus ou des actions qui répondent, qui apportent de la valeur par rapport à ces sujets, par rapport à ces problématiques ou à ces questions que se posent vos clients. L'alignement marketing et sales, bon ça c'est tarte à la crème, mais c'est évident que c'est la clé de l'efficacité. Si vous n'arrivez pas à travailler avec l'équipe sales, les résultats vont être compliqués à atteindre. Et puis le choix de la tech stack qui est important, qui ne doit pas être subi, qui doit vraiment être réfléchi, choisi de manière stratégique. Et encore une fois, si vous avez une structure et que vous avez posé les choses, orienter votre marketing vers le business, les choix autour de la tech stack vont s'imposer d'eux-mêmes. Vous allez très vite identifier de quelle technologie, de quels outils vous avez besoin pour faire tourner le moteur. Donc votre rôle de CMO, ce n'est pas de produire du contenu, ce n'est pas de produire de la campagne, ce n'est pas en permanence de justifier le budget, c'est vraiment de vous positionner comme un moteur de la croissance. La bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des boîtes industrielles, c'est souvent le CMO qui a conscience d'un certain nombre de ces problématiques autour de la relation client, autour de la génération de business. Donc, c'est votre job de faire ça et vous pouvez vraiment devenir probablement la personne qui aura le plus d'impact sur le business. Je vais me fâcher avec mes amis commerciaux, mais souvent pour eux, le business rentre tout seul. Moi, je parle avec beaucoup de boîtes industrielles qui me disent que jusqu'à présent, le business, en grande partie, rentre tout seul, il faut bien l'avouer. Et ce n'est pas vos commerciaux indus aujourd'hui qui font beaucoup de prospection. Donc, ça veut dire que vous pouvez être le principal levier de croissance dans une boîte indus. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté un peu de valeur. Désolé si je ne vous ai pas donné la recette miracle pour avoir x3 de leads, mais je vous garantis que si vous mettez en place ce genre d'action, cette structure que je viens de vous partager, les résultats vont suivre. C'est obligatoire, c'est mathématique, et probablement que vous allez aller beaucoup plus loin que multiplier par 3 le nombre de leads. Vous allez vraiment générer du business. Faites-moi un petit signe, même après ce live, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous envoie la présentation que je viens de vous montrer, je peux vous partager la page. On est sur Notion ici. Je suis devenu un peu flemmard, je ne fais plus de slides, mais vous pouvez avoir accès assez facilement à ça. Et puis en call to action, si c'est des sujets dans lesquels vous êtes plongé et que vous posez un certain nombre de questions, et si vous avez participé à cela, avec plaisir, je pourrais vous proposer un petit atelier stratégique dans le sens où on se met autour d'une table, on réunit la direction commerciale, le marketing, on réfléchit un petit peu à ce qui est mis en place, là où vous voulez aller, d'où vous partez. Et l'idée de cet atelier qui dure à peu près 1 heure, maximum 1 heure et demie, c'est que vous repartez avec une feuille de route. Il suffit d'aller sur la page que je vais vous partager en commentaire. Vous avez un petit questionnaire à remplir. Je suis un peu sélectif là-dessus puisque c'est moi qui mène ces ateliers. Donc, je fais attention avec qui je les fais et le temps que j'y passe. Par contre, voilà, je viens chez vous, on le fait en visio, en live, physiquement si vous préférez, et on discute un peu de ces sujets. Et vous avez à l'issue de cet atelier une feuille de route actionnable et vous décidez après si vous avez envie de commencer à discuter avec nous ou pas. Mais au minimum, vous partez avec une vraie feuille de route actionnable
Et en tout cas, je pourrais vous donner des conseils ou du feedback avec plaisir pour vous mettre le pied à l'étrier si c'est des questions qui se posent aujourd'hui dans votre boîte. Merci à tous. Si ce contenu vous a paru pertinent, mettez-moi un petit like s'il vous plaît sur LinkedIn, sur Spotify, sur toutes les plateformes où vous retrouvez ce podcast. N'hésitez pas à me mettre un petit avis. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des sujets dans tout ce que je raconte qui vous intéressent et que vous voudriez que j'approfondisse sur un prochain épisode. On se retrouve dans un mois normalement pour un prochain live. Normalement, on va probablement parler de prospection, de démarche commerciale avec une approche un peu globale sur l'ensemble de la tech stack. Voilà, je vous en dis pas plus, je fais un peu de teasing, mais on a du lourd qui arrive le mois prochain. Salut les amis, à très vite, à très bientôt.